Merci, Monsieur le Président. On parle de la 5e Convention. Ça n'a pas été toujours facile, parce que cet exercice, c'est d'abord un exercice d'équilibriste sur le rôle et les compétences des trois parties. Il n'est pas inutile de rappeler, elles sont codifiées. L'État, en gros, pour simplifier, s'occupe de la masse salariale. La collectivité s'occupe des murs et de la carte scolaire, carte universitaire. C'est pas rien, la carte des formations. Et l'université s'engage à atteindre les objectifs qui sont fixés par cette convention. C'est pas simple parce qu'entre-temps, il y a 16 ans maintenant, il y a une loi d'autonomie sur l'université qui est venue consacrer l'autonomie de toutes les universités, au premier rang desquelles la nôtre. C'est d'ailleurs, je le dis avec un trait d'humour, un processus d'autonomie réussi. Donc il y a à voir ce qui s'est passé dans la mesure où les trois parties ont réussi avec le temps. Et quand je dis que ça n'a pas été toujours facile, il y a eu des turbulences. Je passe sur les années 90, moi j'étais pas là. Moi je fais partie d'une génération qui peuple cet hémicycle. Quand j'ai commencé à siéger ici, nous étions quelques-uns à avoir été à l'université. Maintenant il y a les enfants, nos enfants sont allés à l'université. Donc il y a deux générations de gens qui ont fréquenté l'université dans cet hémicycle. Donc on est les uns les autres complètement décomplexés par rapport à ce qui a pu se passer dans les années 80-90. Moi, je parle d'un temps où on signait des conventions, où les conventions se signaient de façon beaucoup plus rude qu'aujourd'hui, et c'est tant mieux. Ça veut dire que le point d'équilibre a été trouvé. Et ce point d'équilibre, il est rendu d'autant plus difficile qu'il y a un sacro-saint principe à préserver dans toutes les universités, qui est la vocation de liberté de l'enseignement, de liberté de choix des enseignements, mais qui doivent coller avec ceux du financier. Et cet espace de liberté doit quand même correspondre à la carte des formations fixée par la collectivité. Ce n'est pas un exercice simple. Et s'il se déroule simplement de façon fluide, parce qu'on pressent très bien évidemment l'issue du vote, mais si ce travail de préparation mené par le conseil exécutif, les services de l'université et les services de l'État sont rendus plus fluides aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une expérience, une ingénierie de la paix d'une certaine façon, et que les choses se déroulent indépendamment du contexte un peu tendu, budgétaire je m'entends, de façon aisée. Que dit cette convention ? On ne va pas revenir sur la déclinaison. Nous, ce qui devrait nous intéresser en réalité ici en tant qu'élus, c'est l'élan que donne cette convention. Qu'est-ce qu'elle confirme, la convention, en continuité des politiques publiques que nous avons mis en œuvre depuis un certain temps, nonobstant les difficultés qu'on a pu rencontrer dans le temps. Elle répond à 2-3 objectifs fondamentaux. Le premier, ça paraît moins aujourd'hui, mais c'est un terme qui a été un peu galvaudé dans le temps, c'est développer ce qu'on appelait, il fut un temps, une économie de la connaissance. La connaissance, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, réservé à quelques initiés, ceux qui la reçoivent et ceux qui la distillent. C'est quelque chose qui doit instiller toute la société. Et on le voit bien aujourd'hui. Si vous prenez l'ordre du jour de cette session, il n'y a pas un sujet qui relève du fait universitaire. C'est-à-dire que dans toutes les composantes de l'université, dans toutes les UFR, il y a matière à réfléchir ou à produire pour ce que les élites de demain, les élites passent au sens intimiste du terme, mais ceux qui auront à réfléchir, à penser la société de demain, peuvent trouver comme terreau à l'université. Ça, c'est un des piliers fondamentaux d'université, c'est comment on développe à terme une économie de la connaissance. Après, vous avez parlé, vous avez raison de dire que le deuxième rôle de l'université, à travers cette convention, c'est de promouvoir l'émancipation de la jeunesse. Alors, attention, parce que tout ça peut prendre des contours parfois galvaudés. Un homme, au sens large, émancipé, c'est un homme à qui on a su donner, au fil du temps, suffisamment d'esprit critique et d'exigence.
Et s'il y a un rôle fondamental que joue l'université dans notre société, qu'elle doit continuer à jouer, c'est à développer l'esprit critique, eu égard à la quantité d'informations que reçoit un jeune étudiant aujourd'hui, y compris avec le fléau que représentent les réseaux sociaux. Être capable, par rapport à cette masse, à ce tsunami d'informations, être capable aujourd'hui de développer un esprit critique doit être quelque chose de matriciel dans le rôle que joue l'université aujourd'hui. De l'exigence parce qu'il en faut aussi, parce que le monde est exigeant et la technicité des décisions qu'auront à prendre les jeunes de demain exige de l'exigence. Enfin, il y a quelque chose qui apparaît de façon transverse, qui était moins formalisé, même si ça existait déjà. C'était de faire de Corté non pas la ville qui accueille l'université en tant que siège d'université, mais d'en faire réellement, et c'est un pari depuis longtemps conceptualisé, mais qui prend forme, une ville qui soit plus seulement siège d'université, mais une ville universitaire, avec cette notion de campus et cette permanence, que n'autorise plus depuis un certain temps, depuis la construction pédagogique qui prévaut dans toutes les universités, mais qui fait qu'en gros, on a les étudiants des fois 2, 3 jours par semaine, et qu'il n'y a pas cette notion de campus permanent. C'est un vrai challenge, et je me réjouis qu'à la fois l'université, dont je veux encore saluer la présence du président dans les travées, et le maire de Corté puissent, en étroite collaboration et de façon formalisée aujourd'hui par des conventions, penser Corté aussi comme ville universitaire, ce qui fut un temps le maire de Corté de l'époque devait sur chaque dossier défendre en disant mais je ne suis pas seulement une ville de quelques milliers d'habitants, je suis une ville siège d'université, c'est pas ça rentre pas dans toutes les grilles de lecture et il fallait en tout temps déroger et c'est bien qu'on y arrive. Vous dire pour conclure, comme nous avons l'habitude de le pointer à chaque fois qu'il s'agit d'une politique publique. Rappeler ce qu'est une politique publique, c'est une ambition, c'est des moyens, et c'est des moyens de le contrôler. Et en quoi cette politique publique aujourd'hui peut être efficiente et réussie, et pourquoi on s'engage, comme tout le monde, dans cette convention. Il y a une ambition qui est celle que je vais décrire à gros traits, au service de ce qui est plus cher à un élu, c'est-à-dire l'ambition qu'on a fixée pour la jeunesse d'un territoire. Celle-là, elle est fixée. Il y a des moyens, on y met des moyens considérables, mais ce n'est jamais assez d'une certaine façon. Il fut un temps, on comptait, on ne compte même plus. Je fais remarquer que dans toutes les interventions, on n'a pas parlé de coûts. C'est dire si on est dans une approche qui dépasse la raison et qui parfois est dans le domaine plutôt du passionnel. Mais ce qui m'intéresse, ce sont, parce que je les ai parcourus, les annexes, où réellement on a les moyens de contrôler une politique publique. Et c'est si souvent peu le cas dans nos politiques publiques, ça mérite d'être pointé du doigt, et c'est tant mieux. Je voudrais même qu'on aille un peu plus loin sur, je crois, l'annexe 7, et un sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'était le suivi de nos étudiants. En gros, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Un étudiant, en gros, pour la nation, c'est 12 000 €. Alors, je ne sais pas, peut-être un étudiant à Corté coûte peut-être plus cher, moins cher, ce n'est pas le problème. La question, c'est que c'est un investissement public au service de notre jeunesse, mais on est en droit, en tant que contribuable, en tant que représentant du peuple, d'avoir des outils d'évaluation qui permettent de savoir ce que deviennent nos jeunes. C'est-à-dire que lorsqu'on a investi 3 ans, 5 ans, il s'agisse d'une licence, d'un master, d'un doctorat, 8 ans sur un jeune, où sont-ils ces jeunes ? Et c'est vrai qu'on manque d'outils formalisés. Et ce n'est pas le propre de cette université. Pourquoi ? Parce qu'on perd la trace. Voilà. Alors, comme on est sur la loi du petit nombre, je conclue là-dessus, je pense que c'est plus facile, mais ce n'est pas évident de savoir ce que deviennent nos jeunes à N+2, à N+3, est-ce qu'ils sont dans la fonction publique, est-ce qu'ils sont dans l'innovation, est-ce qu'ils sont dans la recherche, est-ce qu'ils sont dans le privé, est-ce qu'ils sont partis, est-ce qu'ils sont restés, est-ce qu'ils ont participé à cette économie productive que nous appelons de nos voeux. Et je conclurai en faisant le lien avec le processus qui est en cours. Il est directement rattaché à ça. Ce qu'on va essayer de décider avec
dessiner, d'esquisser et de décider in fine avec nos sensibilités respectives. Ce n'est pas quelque chose qui occupe les gens demain matin, c'est quelque chose qui va occuper les 30, 40 années à venir. Donc il faut aussi que tout ça s'esquisse, se dessine, se conceptualise avec l'université, parce que ce seront probablement, pour une majorité d'entre eux, les jeunes qui sortent de l'université, qui iront à écrire ce monde de demain. Et lorsqu'on ne fait pas la révolution à 20 ans, on ne la fait plus. Donc j'invite non pas les jeunes à faire une révolution, mais à être encore plus audacieux, encore plus ouverts, encore plus entreprenants, encore plus libres à l'université pour penser le monde de demain que tout le monde appelle de ses voeux.